Retour en direct sur le plateau. C'était il y a un an, la naissance du mouvement des Gilets jaunes, un phénomène inédit sous la Ve République et qui allait clairement déstabiliser l'exécutif. 7 jours BFM vous propose ce midi un reportage exceptionnel, 52 minutes au cœur du pouvoir pour revivre cette crise de l'intérieur. L'histoire secrète du bras de fer entre Emmanuel Macron et les Gilets jaunes, enquête signée Natacha Rios avec Guillaume Bernard, Régis Desconclois et Julie Papet. Dans les couloirs de l'Élysée, il se murmure que c'est un signe du destin. Que ce soir-là, le sort a joué en faveur du président, en lui accordant une pause au pire moment du quinquennat. Ce 15 avril, Emmanuel Macron s'apprête à enregistrer son adresse à la nation. Une allocution très attendue, l'espoir d'une sortie de crise, après 5 mois de Gilets jaunes. Il n'y a pas grand monde à ce moment-là dans le bureau du président pour l'enregistrement. Il y a Philippe Grandjean qui est son conseiller spécial, son conseiller en communication. Il y a son épouse, Brigitte Macron, qui est toujours là dans ces moments importants pour le président. Et puis il y a l'équipe de TF1 qui est de poule, comme on dit, c'est-à-dire qui représente l'ensemble des télévisions et qui doit leur fournir les images à 20h précises. Le président relit son texte une dernière fois. Il n'a pas le droit à l'erreur. Après des semaines de grands débats, les Français attendent ses propositions. Françaises, Français. Face caméra, Chers compatriotes. il délivre ses premières réponses. Mais ses conseillers ont déjà la tête ailleurs. Une nouvelle information se propage. La cathédrale Notre-Dame est en feu. Le cortège arrive sans doute des autorités de l'archidiocèse de Paris, des autorités du ministère de l'Intérieur. À ce moment-là, moi je pense que c'est une mauvaise séquence. Parce qu'il va falloir refaire une nouvelle allocution, qu'il va y avoir des nouvelles attentes, et que c'est pas forcément la meilleure des manières qu'on voulait conclure le grand débat. Faut-il diffuser ce discours malgré tout ou partir à Notre-Dame? Le chef de l'État doit trancher. La décision à ce moment-là, comment elle se prend? Si vous ne prenez pas cette décision, si vous avez besoin de réfléchir, vous ne pouvez pas être président de la République. Le discours enregistré quelques minutes plus tôt n'existe plus. Oublié, effacé. Consigne a été donnée de supprimer ces images. Heureusement que ce discours n'a pas été diffusé. C'était pas un très bon discours. C'était trop long, c'était très ennuyeux. Il y avait beaucoup de phrases qui étaient inutiles. Et donc, quelque part, oui, c'est un mal pour un bien. Heureusement que ce discours n'a pas été diffusé. Je ne suis pas sûr que la crise des Gilets jaunes aurait eu la même issue. Notre-Dame occupe l'actualité pendant 10 jours. Le mouvement des Gilets jaunes est éclipsé pour laisser place à l'Union nationale. Le président voulait en finir avec la crise. Le destin l'a aidé à tourner la page. Après 5 mois qui l'ont marqué à vif. Quand on regardera le quinquennat, il y aura clairement eu pour le président un avant et un après. Un président qui a suscité une haine inédite. S'il était descendu de sa voiture, je pense qu'il aurait été lynché, quoi. Et quand c'est des gens que vous reconnaissez, qui vous lapident, alors ça fait beaucoup plus mal. Après des semaines de déni, Je ne répondrai, conformément à mes habitudes, à aucune question sur ce point. On avait alerté, oui. Je pense fondamentalement qu'Emmanuel Macron, il n'a rien vu venir. Emmanuel Macron a senti le pouvoir lui échapper. Il est très amaigri, il est très stressé, très fébrile, très inquiet. Comment a-t-il géré cette crise sans précédent sous la Ve République? Enquête dans les coulisses du palais. Buenos Aires, la capitale du monde hispanophone. Ses grandes artères, ses gratte-ciel, son fleuve. Ce 28 novembre 2018, il flotte comme un parfum d'été. Emmanuel Macron a atterri dans la soirée en Argentine.
Une arrivée commentée en direct à la télévision. Pero bueno, son cosas que... Mira para un lado, mira para el otro. Y aparte, imagínate la foto en los diarios de Francia, Macron justamente dándole la mano a un hombre que tiene el color del chaleco con la... Après 3 semaines de conflit, le président espère s'offrir un peu de répit. Au programme, visite culturelle, mais surtout participation au G20. Un grand rendez-vous international qu'il n'a pas imaginé une seconde décommander. Le voyage en Argentine, c'est déjà un passage obligé pour le président de la République. Il y a une préparation de plus de 6 mois, 7 mois avant ces déplacements. Donc le président de la République se doit d'être là. Et donc il part, mais aussi il part avec la situation politique française en tête. 11 000 kilomètres de distance, 4 heures de décalage horaire avec la France, qui va connaître un samedi noir. Ce 1er décembre, Emmanuel Macron a passé la nuit dans cet hôtel de Buenos Aires. Il reçoit les premières alertes à 7 heures du matin. Il est 11 heures à Paris. L'acte 3 des Gilets jaunes dégénère. Il va découvrir petit à petit, au fur et à mesure de la journée, des images de ce qui se passe à Paris. D'abord parce qu'il a quelques alertes du ministre de l'Intérieur qui lui raconte, du Premier ministre qui lui raconte, puis il y a des gens qui lui envoient, y compris il y a des gens qui lui envoient des images de BFM. Bien, vous le voyez, les ronds-points de l'Étoile qui est inondé de gaz lacrymogène. On se reçoit quelques projectiles, la situation est très tendue ici. Des heurts et 122 interpellations à l'heure où l'on parle, la stratégie... Il y a des gens qui lui envoient des images, des photos ou des lives de... Non, regarde, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Mais il n'est pas là. Le président est concentré sur le G20. À 14h heure française, il honore ses premiers rendez-vous, visiblement décontractés. Ça va ? Il ne prend pas tellement la mesure parce que d'abord, effectivement, il y a la distance. Il y a l'investissement dans les débats donc, du G20 qui sont toujours très prenants. Et puis, c'est quelqu'un qui fonctionne de manière séquentielle. Quand il est au G20, il s'occupe du G20. L'entourage d'Emmanuel Macron est assailli de questions de la part des journalistes. Mais instruction a été donnée de ne pas parler des Gilets jaunes. Un conseiller fait passer le message. Il nous explique qu'en aucun cas, il n'est fragilisé par ce qui se passe en France et même qu'au contraire, il est très encouragé par la plupart de ses homologues à poursuivre ces réformes. C'est un message qui est complètement déconnecté au moment où Paris est en train de brûler par endroits et on se dit qu'on les a complètement perdus finalement à l'Élysée, qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passait en France au même moment. Emmanuel Macron ne laisse rien paraître et prépare la conférence de presse de clôture du G20. Entre 2 séances de travail, il échange avec les piliers de sa majorité, Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, mais aussi François Bayrou, fidèle parmi les fidèles, qui va le conseiller tout au long du mouvement. Il avait décidé de dire un mot de cette crise dans son discours là-bas. C'est très difficile à faire. On ne sent pas l'événement comme quand on est là. Bien, mesdames, messieurs. Oui, ça a été un moment difficile pour cette raison, bien sûr. Un petit peu partout, il y a des... Au même moment, à Paris, on dénombre 239 départs de feu, 412 interpellations et 153 blessés. La manifestation touche à sa fin. De retour chez eux, les Gilets jaunes attendent la réponse du président. Nous, on pensait qu'il voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la rue, qui voyaient que, à la fin, ça s'est quand même mal déroulé, ça s'est mal passé, et je pensais qu'il allait faire un appel à l'apaisement et qu'il allait proposer des choses. On se dit que forcément Emmanuel Macron va commencer par parler des violences à Paris, tellement les faits sont graves. Et là, il commence son discours comme si de rien n'était, à parler climat, commerce. Ce sont des choses très concrètes, tangibles pour nos filières industrielles, commerciales. Il adresse ses condoléances au peuple américain parce que George Bush père vient de mourir. J'ai transmis mes condoléances personnelles et les condoléances de la nation française au président Trump. Mais je souhaite ici
le faire aussi publiquement. Cette conférence de presse, elle semble très longue finalement, parce qu'on est dans l'attente entre confrères, on se regarde, on se demande à quel moment il va en parler, s'il va en parler. Ce n'est qu'au bout de 10 minutes, en guise de conclusion, qu'il livre son analyse des événements parisiens. Enfin, un dernier mot sur le contexte français, et parce que je ne répondrai, conformément à mes habitudes, à aucune question sur ce point. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Le président ne consacre pas plus d'1 minute aux manifestations françaises. Bonjour Monsieur le Président, Mathieu Coach, BFM TV. Je vais quand même me permettre de vous reposer une question. Devant la communauté française de Buenos Aires, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de recul de votre politique. Les Français veulent savoir quelle sera votre réponse pour mettre fin à cette crise qui continue. Je viens d'apporter la réponse. Pour nous, déjà, le fait qu'il ne prononce pas « gilet jaune », on ne s'est vraiment pas senti être reconnu. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est arrogant. Et c'est une manière de montrer que c'est lui qui est au-dessus. Et en fait, ce qui se passe en dessous, c'est pas grave. Il a décidé de faire ça, il le fera. Donc là, il a donné une réponse, c'est bon, on passe à autre chose. Le vol-retour dure 12 heures. À bord de l'A330 présidentielle, tout est conçu pour qu'Emmanuel Macron puisse continuer à gouverner le pays, même à 10 000 mètres au-dessus de l'Atlantique. Une salle de réunion insonorisée avec une table de conférence accueille jusqu'à 12 personnes. Une salle de communication aussi sécurisée que son bureau de l'Élysée permet l'envoi de messages cryptés. Ce soir-là, un militaire chargé des transmissions lui montre les dégradations à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Je crois qu'il est très choqué par le degré de violence auquel il ne s'attendait pas du tout. Le fait qu'on se soit attaqué à un symbole de la République, un monument en l'honneur des morts de la guerre, qu'effectivement des statues d'hommages républicains soient détruites. Évidemment, tout cela, en tant que président, il le prend comme une violence supplémentaire et une attaque directe sur les institutions de l'État et de la République. Et comme il en est le président, au premier chef, c'est une attaque aussi contre lui-même. L'atterrissage est brutal. Le chef de l'État va réaliser que le pays est au bord de la révolution. Ils descendent de l'avion, il monte dans sa voiture. À côté de lui, il y a son directeur de cabinet, qui est un préfet, il s'appelle Patrick Torla, préfet qui a géré du maintien de l'ordre pendant très longtemps, et qui lui dit cette phrase, et c'est la première fois que quelqu'un lui dit vraiment ce que le pouvoir a vécu le 1er décembre. Il lui dit « on a été à 2 doigts que ça tombe ». Emmanuel Macron est passé à côté de la crise. Depuis 15 jours, le président est resté sourd, incapable de prendre les bonnes décisions. Le fossé s'est creusé à l'automne, lors du centenaire de l'armistice. L'itinérance mémorielle, ce long périple à travers les champs de bataille de la Grande Guerre, devait pourtant rapprocher Emmanuel Macron des Français. Mais à Verdun, 10 jours avant la première manifestation des Gilets jaunes, la réponse du président est un peu légère. Regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Sourire aux lèvres, le président a l'air confiant. Et même si les paroles d'un retraité, militant Les Républicains, sont prémonitoires... Sentez le malaise qui monte de Paris. Je le sens, sentez-le, moi j'agis, parce que vous allez le sentir le 17 novembre, vous allez le sentir en France. Je le sens chaque jour. Gros malaise. Il pense alors que la grogne est éphémère. Je pense fondamentalement qu'Emmanuel Macron, il n'a rien vu venir. Il faut toujours se souvenir qu'en fait, ce n'est pas un élu local. Il n'a pas passé des années comme on a l'habitude en France d'avoir des premiers ministres ou des présidents de la République qui ont commencé par être conseiller général, conseiller départemental, conseiller régional, maire de leur commune, et donc
plein de capteurs et puis ils sentent un peu le pays par ça. Lui, il n'a pas ça. Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure de la crise, malgré les alertes de plusieurs proches. Ce sentiment que la colère ou qu'une colère venait monter, je l'ai senti très tôt, et bien sûr j'en ai parlé au président de la République, aux responsables de la majorité. Mais c'est très difficile quand l'orage n'est pas là. Et donc j'ai pas été réellement écouté, on va dire. On avait alerté, oui. Il y avait sans doute quelques points qu'il a négligés, mais il était dans une ligne. Il avait la campagne, il venait de voir pendant la campagne des millions de personnes. Et donc il avait le sentiment qu'il fallait partir sur sa ligne stratégique, et il était très dans la ligne stratégique, sans voir qu'à un moment donné, effectivement, il fallait peut-être doser les mesures. La réponse au mouvement va être inadaptée. L'équipe du président est pourtant alertée par une vidéo dès le mois d'octobre. Jacqueline Moureau, une parfaite inconnue, fait le buzz sur Internet. J'ai 2 petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? On voit vite monter les scores sur les réseaux sociaux en termes de vues. C'est-à-dire quand quelqu'un fait une vidéo et que là, en 24 heures, ça fait 100 000, vous comprenez très vite que c'est viral, bien sûr. Mais le chef de l'État va attendre 2 semaines avant de s'en préoccuper. Il interpelle ses collaborateurs en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle fait 5 millions de vues, il faut répondre ». Donc là, lui, il voit qu'il faut répondre. À un moment donné, il envisage même de répondre lui-même avec son téléphone en espèce de vidéo selfie. Autour de lui, les gens lui disent « Non, mais c'est rien. Non seulement il ne faut pas faire ça, vous êtes président de la République, mais autour de lui, il n'y a que des gens qui disent « Ah, c'est rien du tout, cette vidéo, c'est rien, il ne faut pas répondre ». Autour de lui, à l'Élysée, Ismaël Emelien, Stéphane Séjourné, Sylvain Faure, Sibeth Ndiaye, ceux qui l'ont accompagné pendant la campagne et tout au long de sa première année au Palais. Ils sont très contents d'eux-mêmes. On a tout fait, certains disent même en boutade, les gens haut placés, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a fait tout le programme en 1 an, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Il y a cette espèce de sentiment de dire on a réformé, on a changé, on a donné une nouvelle impulsion, on a régénéré l'image du président dans le monde, on a vraiment fait la révolution d'Emmanuel Macron. Personne ne voit venir un mouvement social d'importance. Il n'y a pas trop d'inquiétude au début. Alors évidemment, il y a une grogne, il faut pouvoir y répondre. Et puis, on laisse passer en quelque sorte les choses à ce moment-là. Pas question qu'Emmanuel Macron parle directement aux Gilets jaunes. Le président demande alors à la secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuelle Wargon, novice en politique et nommée 2 semaines plus tôt, de répondre à la vidéo sur le même mode. Alors je ne suis pas à Paris, je suis allée voir mon fils qui à ce moment-là est étudiant à Londres. Et donc je suis dans sa chambre d'étudiant à Londres avec mon smartphone, ressemblant à rien pour être honnête. Et du coup j'ai fait 2 prises dans ces conditions-là qui n'étaient pas complètement idéales. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a aucun complot du gouvernement contre la voiture. Nous savons très bien que la voiture, c'est un mode de transport indispensable, en particulier dès qu'on sort des villes. Et du coup, c'est ce à quoi ça ressemble, c'est-à-dire un truc assez spontané, pas du tout préparé, j'ai pas d'équipe autour. Je suis avec ma famille, j'essaie juste de répondre de façon sincère. Jacqueline Moureau, l'auteur de la vidéo, juge la réponse insuffisante. À ce moment-là, le président est très royaliste. Voilà, il se prend pour le roi. Voilà, c'est pas un chef d'État à ce moment-là qu'on a, c'est un roi qui ne daigne même pas parler à son peuple, qui reçoit personne, qui reste dans son château, quoi, en fait. 10 jours après la première manifestation, l'assurance d'Emmanuel Macron commence à se fissurer. Un épisode qui n'a pas été rendu public en témoigne. Monsieur le Président de la République. Le 27 novembre, le chef de l'État doit tenir une conférence de presse sur le climat. C'est l'occasion de faire un geste. Et pour la première fois, il est prêt à faire machine arrière concernant la hausse des taxes sur le carburant. Il y a plusieurs versions du discours. Et 1 heure avant
son discours, qui est un mardi matin, est écrit, on a plusieurs témoins qui nous l'ont dit, une phrase dans laquelle il dit « Tant qu'on n'aura pas trouvé de solution, je n'accepterai pas de hausse ». Donc il cède, il accepte une pause. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres. Le président est sur le point d'accepter ce que demandent les Gilets jaunes depuis le départ. L'intuition du président de la République, c'était précisément qu'il fallait agir sur la taxe tout de suite. Mais à la dernière minute, Emmanuel Macron supprime la phrase de son discours. Mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Le ton est ferme, la porte n'est clairement pas ouverte. Pourquoi cette volte-face ? Pour François Bayrou, le président s'est laissé convaincre par ceux qu'on appelle les technos. La logique du système de la politique économique, gouvernement, conseillers, techniciens, c'était qu'il ne fallait pas y toucher. Qu'il fallait tenir bon comme on disait à l'époque. C'est cette deuxième logique qui l'a emporté, comment dirais-je, à la dernière minute. Là, à ce moment-là, il y a des divergences d'analyse. Il y a le fait que Emmanuel Macron comprend qu'il faut peut-être un peu, lever le pied, envoyer quelques signaux pour essayer de faire baisser la tension. Et il y a Édouard Philippe qui, lui, veut continuer sur la ligne et qui consiste à dire qu'il faut quand même rester dans la trajectoire budgétaire. Si le chef de l'État a commencé par suivre son Premier ministre, il va rapidement comprendre que la crise est plus profonde. Emmanuel Macron va réaliser la haine qu'il suscite lors d'un déplacement. La visite a été organisée dans le plus grand secret. À 16h, ce mardi 4 décembre 2018, le Falcon présidentiel s'apprête à atterrir sur le petit aérodrome du Puy-en-Velay, où une préfecture a été incendiée 3 jours plus tôt. Personne n'est au courant de la venue d'Emmanuel Macron, pas même le personnel de la tour de contrôle. Le président, quand il se déplace discrètement. Il sait qu'il est l'ennemi public numéro 1, si j'ose dire, pour les Gilets jaunes. Sa sécurité craint des attaques personnelles contre Emmanuel Macron, d'où un maximum de mesures de précaution autour de son déplacement. Mais dans ce territoire rural, les nouvelles se propagent rapidement. En approche de l'aérodrome, le Falcon ne passe pas inaperçu. Gilbert, parapentiste, se branche par curiosité sur les fréquences avions. Il entend le pilote annoncer l'atterrissage au contrôleur aérien. La personne qui était à la tour dit, on l'a pris à ce moment-là, dit vous étiez pas annoncé. Et c'est là que le commandant de cet aéronef, que je ne sais pas qui c'était, répond on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Seul un code a été donné, COTAM, qui annonce l'arrivée d'une haute autorité. Une fois posé, c'est là que la personne qui était à la tour a demandé, a dit l'autorité reste-t-elle longtemps? Le mot se passe entre les employés de l'aéroport. C'est bien Emmanuel Macron qui vient d'atterrir au Puy-en-Velay. Alors que certains prennent en photo le Falcon tricolore et postent le cliché sur les réseaux sociaux, d'autres appellent leurs proches. L'information remonte jusqu'à Jérôme, chef de file des Gilets jaunes dans la région. Il y a une femme qui est venue sur le rond-point en me disant vite, il y a Macron qui arrive au Puy. Ça bougeait pas mal à l'aéroport et voilà, donc apparemment son mari travaillait à l'aéroport ou vraiment à proximité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé quelques SMS et tout ça pour essayer de rapatrier du monde. Emmanuel Macron a rendez-vous à la préfecture. Le 1er décembre, alors qu'il était en Argentine, des manifestants ont mis le feu à une annexe du bâtiment.
Le chef de l'État est venu soutenir les employés traumatisés. Et il s'est retrouvé face à des fonctionnaires qui avaient décidé de donner leur vie au service des autres, de travailler à l'intérêt général et qui avaient été mis face à une violence absolue, allant jusqu'à enfermer des gens dans une préfecture et d'y mettre le feu. Quelqu'un m'a regardé, m'a crié « Vous allez tous griller comme des poulets », alors qu'ils empêchaient les pompiers d'arriver. Ça le choque particulièrement ? Je crois que oui. Le président ne se doute pas qu'à l'extérieur de la préfecture, une trentaine d'opposants viennent d'arriver. Ils ont deviné où ils se trouvaient. Il y avait un peu de tout, en fait. Il y avait des gilets jaunes, il y avait aussi des familles avec des enfants, des mamans avec des enfants en bas âge, là au milieu, quelques personnes éméchées, enfin il y avait un petit peu de tout. Le service d'ordre va devoir improviser face à une situation très périlleuse. 7 véhicules composent le convoi présidentiel. Emmanuel Macron est en deuxième position derrière la voiture ouvreuse. On le voit ici baisser sa vitre et saluer la foule. Pour seule réponse, un lot d'insultes. Le président de la République, ils pensent toujours que les gens les aiment. Là, ils voient, c'est pas juste que les gens l'aiment pas, c'est qu'il y a des gens qui veulent, enfin, qui disent qu'ils veulent le tuer, des gens qui veulent qu'il soit plus là, au sens propre. Crève sur la route, connard! Le moment où vous entendez, quand vous êtes dans une voiture, des gens vous dire « crève », c'est plus qu'un choc, enfin, ça déstabilise. C'était des gens qu'il reconnaissait, comme ceux qu'il avait rencontrés, comme ceux qu'il avait croisés, comme ceux dont il avait croisé le regard. Et quand c'est des gens que vous reconnaissez, qui vous ciblent, maltraitent, vilipendent, lapident, alors ça fait beaucoup plus mal. Surtout que la violence va monter d'un cran. En pleine heure de pointe, le convoi présidentiel se retrouve bloqué dans les embouteillages. Au bout de cette rue, la 5008 du président, vulnérable. Il va falloir rendre des comptes, les gars! Il va falloir payer! Fait rare, 3 hommes du GSPR doivent continuer à pied pour protéger le véhicule blindé. On va dire que ça n'est pas habituel. Le cortège, il doit être fluide, c'est-à-dire qu'il ne doit pas connaître d'arrêt. Il s'arrête, peut-être aussi que c'est une décision avec le DDSP du président qui dit on est dans une petite ville de province, je veux respecter la circulation. Il aurait, à mon sens, mieux valu ne pas s'arrêter, voire choisir un autre itinéraire. Le cortège repart, mais les manifestants sont toujours à ses trousses. Ça va vous coûter cher, les gars! Ça va vous coûter très cher, les gars! « 300 mètres plus loin, à nouveau, Emmanuel Macron se retrouve immobilisé dans son véhicule. Et dans la voiture, celle-là. Un des agents de sécurité est prêt à utiliser la valise Kevlar, une valise par balle. Il faut protéger la vie du chef de l'État, mais pas seulement. Il protège l'image du président, en évitant qu'on puisse amener une image d'un président qui se sauve ou qui n'a pas été à l'écoute ou qui soit touché ou pour lequel le véhicule soit l'objet de jets, etc. Pour échapper aux poursuivants, le convoi franchit la ligne blanche. Il roule à contresens. Mais un manifestant se met en travers du chemin. On voit ici Roger, gilet jaune sans emploi, taper sur la vitre arrière du président. Il fallait que j'attrape les véhicules, je ne savais pas dans quel véhicule il était, moi. Donc j'ai tapé jusqu'à son véhicule, ça je le sais, j'ai tapé sur sa voiture, ça c'est sûr. Puis après j'ai pris un coup de pare-choc, je me suis cassé la figure, et puis je me suis relevé, puis j'ai couru dans la voiture après. Non, puis j'avais la haine, quoi, c'est pas dur, hein. J'avais la haine, comme beaucoup de monde avait la haine, quoi, d'ailleurs.
S'il était descendu de sa voiture sans service d'ordre comme il avait, je pense qu'il aurait été lynché, quoi. Il a vraiment pris conscience qu'il avait tellement poussé les gens à bout que sa vie était en danger, quoi. Je pense qu'il l'a vécu douloureusement et que ça a été pour lui un moment clé. Dans l'avion, il pense à ça, il raconte ça, et y compris quand il descend de l'avion, il parle avec des gens, et il y a une des personnes avec qui il échange, il dira « ils me tueront peut-être d'une balle, mais jamais d'autre chose ». Il a conscience ce jour-là que, oui, il y a des gens qui veulent le faire disparaître. La menace le suit jusqu'à Paris. Son agenda est vidé, ses déplacements officiels annulés. Le président disparaît des écrans radars, il reste confiné à l'Élysée. À la veille de l'acte 4 des Gilets jaunes, le palais est transformé en bunker. Pour arriver, y compris nous-mêmes à l'Élysée, c'est un parcours du combattant. Il faut prévenir en amont, arriver à 2 checkpoints, montrer ses badges, se faire accompagner par des forces de sécurité pour traverser des avenues complètement désertes. Donc c'est particulier et c'est pas anodin. On n'a jamais vécu ça. La sécurité de l'Élysée envisage tous les scénarios, même l'exfiltration du président par hélicoptère en cas d'attaque du palais. Il y a des informations qui circulent selon lesquelles les plans des égouts du quartier autour de l'Élysée circulent sur Internet et que donc le palais présidentiel pourrait être l'objet d'une attaque de la part d'assaillants gilets jaunes par les égouts. On demande aux collaborateurs du président de vider leurs ordinateurs, de vider tous les documents confidentiels qu'ils auraient pu laisser, soit dans leur machine, soit dans leur bureau. Il y a des conseillers du président qui clairement craignaient pour leur vie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de conseillers qui se sont mis à paniquer pendant la semaine qui précède à la manifestation du 8 décembre et qui ont sollicité le chef de cabinet, directeur de cabinet pour dire mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je peux bénéficier d'une protection policière? Dans le plus grand secret, le 7 décembre, la première dame et quelques conseillers d'Emmanuel Macron visitent un lieu ultra confidentiel situé sous l'Élysée. Le PC Jupiter, un abri d'ordinaire réservé au président et à son état-major en cas d'attaque nucléaire. Vous avez Brigitte Macron, les conseillers, les collaborateurs, certains employés de l'Élysée qui déambulent voilà, dans ce lieu qui doit être un des lieux les plus secrets de la Ve République et qui jamais au grand jamais n'avait été arpenté par des civils. Le président mobilise la DGSI pour infiltrer le mouvement des Gilets jaunes. Une cellule de renseignement est même constituée au sein du palais. On se demande à l'Élysée s'il n'y a pas une influence étrangère. On pense à une influence russe ou alors une influence de Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump. Et donc, pour vérifier ces allégations, ces intuitions de l'Élysée, il y a des services effectivement qui ont été mobilisés. Les équipes digitales de l'Élysée passent au crible les réseaux sociaux, analysent les pays de provenance des messages. Les agents de la DGSE et du contre-espionnage français sont aussi mobilisés. Mais les investigations ne donnent rien, aucune trace d'ingérence ou de manipulation étrangère. L'origine du mal est bel et bien française. Emmanuel Macron n'a d'autre choix que d'apporter une réponse politique. Dans la salle de sport située sous l'Élysée, Emmanuel Macron travaille son uppercut. Au plus fort de la crise, en ce mois de décembre 2018, le chef de l'État ne ménage pas ses adversaires sur le ring. Il se met à pratiquer la boxe avec donc les gardes du corps qui jouent le rôle de sparring partner, peut-être parfois d'autres conseillers, mais souvent c'est les gardes du corps qui sont des policiers aussi entraînés. Et c'est un peu en fonction de la puissance de gérer de la joute est aussi un peu en fonction de l'état d'âme, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu certains jours où ça a cogné plus fort que d'autres parce qu'il fallait aussi passer les nerfs. Sur le ring, comme dans le bureau présidentiel, la tension est palpable.
Je crois qu'Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de plutôt sûr de lui, je crois qu'il n'a jamais, au grand jamais, été si bousculé. Et ses visiteurs le disent, il est très amaigri, il est très stressé, très fébrile, très inquiet. Il en vient même à saisir le bras de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui le visite en lui disant « Vous ne me laissez pas tomber ». Ça montre bien qu'on a un président au bord de la crise de nerfs. Emmanuel Macron joue son mandat. Même les sénateurs pensent que la République peut vaciller. Certains se sont vus avec des élections générales au mois de juin, avec un départ du gouvernement, et voire même un départ du chef de l'État. Le successeur officiel du président, si jamais il était amené à quitter son poste, c'est le président du Sénat. Est-ce qu'on y a pensé ici à ça? Ça a été dit ouvertement. Je pense que l'hypothèse a été pensée et évoquée ici même dans cette maison d'une possibilité d'une crise de régime réel. Le 8 décembre, alors que les blindés de la gendarmerie opèrent à quelques mètres de l'Élysée pour repousser les casseurs. Ici à 100-200 mètres peut-être de l'Arc de Triomphe, vous les voyez, ces blindés qui commencent à rouler plutôt à vive allure. Les casseurs, les manifestants ont été déplacés par les CRS et désormais ils viennent d'incendier une voiture. Le président revoit toute sa stratégie. Il convoque un cercle très restreint, des adeptes de la politique à l'ancienne. Sont conviés Richard Ferrand, président de l'Assemblée, et Jean-Paul Delevoye, ministre sous Jacques Chirac. Philippe Grandjean, ancien secrétaire confédéral de la CFDT, et François Bayrou participent, eux, par téléphone. Vous êtes devant l'incendie. Devant l'incendie, il faut faire ce qu'il faut. Avec des lances à incendie, ça ne suffit pas Canadair. Il s'agit effectivement de montrer en espèces sonnantes et trébuchantes que le président a compris qu'il avait été sérieusement secoué par la plus grave crise sociale des dernières années. Et donc maintenant, il le sait, le président, il faut payer. Emmanuel Macron n'a prévenu ni Bercy, ni Matignon pour ne pas être court-circuité. Je sentais que les autorités économiques et financières ne seraient pas, et peut-être même l'appareil de l'État, ne seraient pas absolument enchantés. Mais ce n'était pas eux qui risquaient leur peau. Hein. Le président de la République leur a dit, je crois, sans la moindre ambiguïté. Il a dit que ils étaient gentils, mais que c'était lui qui était en première ligne. Annulation de 2 réformes, augmentation du SMIC, défiscalisation des heures supplémentaires. Emmanuel Macron est prêt à mettre 8 milliards sur la table. Il prépare son adresse à la nation. Et juste avant l'allocution, quand il a tout bouclé et que le texte est rédigé, à la main, il va appeler 3 ministres, à l'époque Benjamin Griveaux, Gabriel Attal et Madame Pénicaud. Simplement, la liaison est très mauvaise et donc ils n'ont le temps que d'échanger quelques mots. Les ministres n'auront pas plus d'explications. Emmanuel Macron livre le détail des annonces à la télévision. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. France Inter. Et avec Léa Salamé, nous recevons au lendemain de l'allocution du président de la République, la ministre du Travail. Bonjour. Au petit matin, invitée à la radio, Muriel Pénicaud peine à trouver les mots. C'est faux, vous nous dites clairement, le SMIC ne sera pas revalorisé. Les personnes, pour en bénéficier, il faut 2 raisons, il faut 2 conditions. La première, c'est gagner entre 500 000 et 600 000 et 1 500 €. Et donc, ça autour du SMIC, en dessous et au-dessus. Elle est un peu courte sur le background ou les éléments de langage, comme on dit en politique. Elle n'est pas capable encore de pouvoir produire vraiment la mécanique des mesures qui sont annoncées. Et donc, c'est pas une réussite absolue. Ces annonces d'Emmanuel Macron, décidées à la va-vite, embarrassent l'exécutif et ne convainquent pas les gilets jaunes. C'est la première prise de parole du président depuis le début de la crise. Il parle trop tard. C'est-à-dire que le 10 décembre, les gens ils sont sur les ronds-points depuis presque 1 mois et ils ont eu l'impression qu'il ne les a pas du tout écoutés. Jamais. Donc il y a quelque chose qui est profondément rompu avec lui et ça suffit pas. Moi, si je prends mon cas personnel, toutes ces annonces, moi, j'y touche rien, j'y gagne rien. Et tous ceux qui étaient de mon rond-point, personne ne touchait rien.
Franchement, l'opinion générale, à 99% des personnes que je côtoie, c'était que réellement, ils commençaient vraiment à se moquer de nous et qu'ils nous énervaient encore plus. Le chèque ne suffit pas. Le président va devoir abattre sa dernière carte, repartir à la conquête des Français. C'est cette petite commune de 3600 habitants, au cœur de la campagne normande, qu'Emmanuel Macron a choisi pour commencer son tour de France. Le chef de l'État est persuadé qu'il doit repartir sur le terrain et investir l'espace médiatique pour répondre aux gilets jaunes. L'idée du grand débat, c'est d'abord l'idée du président lui-même. Les collaborateurs, eux, n'étaient pas forcément très positifs sur cette idée. Quand on a parlé de grand débat au mois de décembre, j'étais plus que circonspect au regard de ce qui se passait chaque samedi, quant à l'opportunité, la capacité, la faisabilité de ce grand débat. On voyait mal comment ça allait être organisé, on ne savait pas quel était le débouché politique. Je pensais assez personnellement qu'il n'y aurait personne dans ces grands débats. Emmanuel Macron veut aller au bout de son projet et le mener comme il l'entend. Mais l'organisation est confiée à la Commission nationale du débat public et sa présidente, Chantal Joanneau, veut imposer des règles strictes. C'était un débat éminemment politique et fondamentalement politique. Or, nous, on est une autorité indépendante. On est totalement neutre, on est totalement impartial. Et ni de près ni de loin, on ne peut être utilisé à des fins politiques. Chantal Joanneau, c'est une nomination d'Édouard Philippe. Mais rapidement, il y a de la tension avec l'Élysée parce qu'Emmanuel Macron, il a envie de s'en occuper lui-même du grand débat. Le 7 janvier, le salaire de la présidente de la CNDP est révélé dans le quotidien La Lettre A. Avec 176 000 € à l'année, elle touche près de 14 600 € bruts par mois, un montant qui crée la polémique. Quand ça sort et quand je vois l'ampleur que ça prend, très honnêtement, je ne suis pas née de la dernière pluie, j'ai fait assez longtemps de la politique, donc on se doute bien que derrière, il y a aussi une démarche à caractère très politique. À savoir, peut-être... De mettre à l'écart la commission nationale, ou en tout cas de justifier son retrait du dispositif. La fuite de salaire, c'est un grand classique de la presse. Quand on veut couper la tête de quelqu'un, on sort son salaire ou autre chose, et puis la personne est disqualifiée. Mais de qui ça pourrait venir ? Un proche du président de la République, ça paraît assez probable. L'ancienne ministre des Sports est contrainte de se retirer du grand débat. L'Élysée dément toute implication, même si la situation les arrange. Chantal Joanneau est une femme de qualité. La commission du débat public est une commission qui est utile dans bien des cas, mais je le redis, elle n'était pas adaptée à ce que le président de la République attendait. Le président remplace Chantal Joanneau par 2 membres de son gouvernement, Emmanuel Wargon et Sébastien Lecornu, qui sont encadrés par des garants. Il demande au ministre des collectivités territoriales de préparer des fiches ultra détaillées pour chaque grand débat. Dernier plan social de la région, accès à Internet dans un village normand. Le chef de l'État révise jusqu'au dernier moment. En général, le trajet en voiture ou en avion, le cas échéant, donne lieu systématiquement à une réunion de travail qui permet de compléter les choses, sachant que, comme vous le savez, le protocole républicain fait que le préfet monte systématiquement avec le président de la République dans la voiture et bien souvent le préfet fait le dernier briefing. Ce 15 janvier, pour le premier grand débat, Emmanuel Macron prend de court les gilets jaunes, en arrivant par une autre sortie d'autoroute. Aucun manifestant à l'horizon. Seuls les maires de la région ont été conviés au débat. Je suis très heureux de venir débattre avec tout le monde et échanger. Emmanuel Macron est rassuré. Le gymnase est plein. 600 élus ont répondu présents. Les services préfectoraux des 5 départements normands ont passé beaucoup de coups de fil pour qu'on ait le maximum de maires présents. Parce que tous n'avaient pas forcément prévu d'être présents au rendez-vous. Donc il fallait une assistance nombreuse et les préfectures n'ont pas ménagé leur peine.
D'entrée de jeu, le président connaît les thèmes des premières questions. Nous avons sélectionné quelques orateurs au début pour s'assurer des bons équilibres entre les 5 départements normands, cela va sans dire, entre les hommes et les femmes, enfin surtout aussi le pluralisme politique, que personne ne dise que le débat serait pipé d'avance, puisque ce n'est pas le cas. Dans un premier temps, le chef de l'État écoute. Nous constatons de plus en plus que les problèmes quotidiens de mobilité rendent difficile la vie dans nos campagnes. Son secret pour préparer les réponses, pas de fiche de révision devant lui, mais un bloc à 5 et un stylo. Le maire de Brionne est à 1 mètre du président. Je vois un carnet qui se remplit à vue d'œil de toutes les prises de parole de mes collègues. Il est assez méthodique, d'après ce que je peux en voir, notant scrupuleusement voilà, les grands mots-clés des interventions des uns et des autres. L'élu a photographié ses prises de notes. On y voit le nom de l'intervenant, son ordre de passage, le nombre d'habitants de la commune. Des astuces pour ne pas être pris au dépourvu. Si on regarde les chiffres, par exemple, monsieur le maire d'Évreux, 2018, votre DGF, elle a augmenté. C'est une réalité. Elle a augmenté. Je ne vois pas le maire d'Évreux. Bah, il est parti. C'est dommage, parce il m'avait demandé il m'avait interpellé. Après un début très cadré, Emmanuel Macron prend ses aises. J'ai enlevé ma veste, j'ai chaud. Et quand il n'a pas la réponse à une question très technique sur le métier de géomètre, il utilise l'humour comme parade. Bon, après, je ne vais pas vous mentir, on va regarder le sujet du géomètre topo et du géomètre expert. Parce que là, je ne l'ai pas en jambes, celle-là. J'en ai beaucoup, mais celle-là, je ne l'ai pas en magasin. Le président sent que le vent tourne en sa faveur. Il veut en profiter. Il y avait Sébastien Lecornu qui était en face. Et Sébastien Lecornu disait « On arrête, quoi. Le président de la République faisait comme ça avec son doigt. On continue, on continue, on continue. » Et c'est Emmanuel Macron qui, à chaque fois, fixait le tempo. Le chef de l'État veut garder le cap. Il défend sa ligne, expose ses arguments dans un long monologue, jusqu'à ce qu'un grain de sable enraye la machine. Là, le double problème qu'on a sur la maternité, elle est sous le niveau qui est requis pour être en sécurité. Mais si elle y arrive. Non, c'est vrai. Non, mais vous le savez comme moi. Le maire de Brionne est le premier à l'interrompre après 6 heures d'échange. Il défend la maternité de Bernay, menacée de fermeture. Cette maternité ne pose pas de problème. Parce qu'il n'y a pas eu de pépin jusqu'alors. Mais alors, ce que demande le maire de Bernay, c'est simplement qu'on réexamine le dossier. Je suis revenu à la charge, là, peut-être pour la première fois dans ce rendez-vous grand format, j'ai pu avoir un échange direct avec le président de la République en essayant de réfuter ses arguments. D'ailleurs, à un moment donné, je l'ai senti un petit peu déstabilisé parce qu'il perdait le fil de son intervention et de sa prestation. Non, mais je ne vais pas le régler. Je vais vous dire, je ne vais pas régler. C'est un problème très important. Sinon, j'aurais pas pris le temps de le débattre. Donc, je vais vous envoyer la ministre parce qu'il faut vous aider à trouver une solution. Effectivement, la ministre est venue quelques semaines plus tard, mais pour fermer la maternité. C'est-à-dire que, de ce point de vue, le grand débat n'a rien changé. Ça reste, de mon point de vue, une opération de communication. Réussie, mais de communication. Le succès médiatique pousse le président à poursuivre l'exercice. En 80 jours, il participe à 14 débats, essentiellement avec des élus locaux. Mais ce grand oral a-t-il sauvé la peau d'Emmanuel Macron? Le feu couve encore sous la cendre. C'est une parole rare qu'il a réservée à un magazine américain. Pour la première fois, 10 mois après le mouvement des Gilets jaunes, Emmanuel Macron est prêt à donner sa vision de la crise.
Il y aura clairement eu pour le président un avant et un après. Et maintenant, on est au moment où on veut en tirer les leçons durables dans la manière de gouverner. How much did the Gilets jaunes movement shock you? Look, I think the question is not to be shocked, but to try to understand and address this issue. I think this is part of the reaction of middle classes and working classes we have in democracies. Un mouvement de contestation révélateur de notre époque. Le président n'y voit pas un rejet de sa politique. You still face a lot of people calling you the president of the rich. They call you arrogant. I think this is the French system. In our country, we like leadership and we want to kill the leaders. C'est très compliqué quand on est président de la République de reconnaître de ses erreurs. Et pour Emmanuel Macron, c'est encore plus compliqué. Je crois que ses proches m'ont toujours dit que même s'il avait compris qu'il avait commis des erreurs, et ça a été le cas pendant la campagne présidentielle ou depuis son élection, jamais, au grand jamais, il ne les reconnaît. Dans une partie non filmée de l'interview, le président confie que les Gilets jaunes ont été d'une certaine façon très bien pour lui, qui lui ont rappelé qui il devait être. Le président de la République a l'impression de s'en être sorti. Il a l'impression en tout cas, que le plus gros de la crise est fini. My challenge is to listen to people much better than I did at the very beginning. To have a method which is not just to reform for the country, but to reform with the country, which was this method launched with the Great Debate. Le sentiment qu'il a, et qu'il a compris par les Gilets jaunes, c'est que c'est un pays vraiment, vraiment fragile, vraiment émietté, et que une petite étincelle peut le faire flamber, qu'il y a quelque chose à... faut faire attention aux gens. Emmanuel Macron le sait, chaque nouvelle réforme peut être explosive. Il a promis un changement de ton et de méthode pour l'acte 2 du quinquennat.